On va recommencer. On va écouter avec attention le professeur Sanson qui vient de Dijon pour nous présenter les thérapies ciblées au cours des vascularites. Et puis après, on poursuivra sur ce thème, sur les complications. Mais déjà, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à venir vous parler aujourd'hui de thérapie ciblée dans les vascularites, un sujet particulièrement intéressant mais vaste, comme vous allez le voir. Voilà mes liens d'intérêt. Donc, comme vous le savez, les vascularites systémiques, c'est un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par une inflammation de la paroi vasculaire et qui sont classées en fonction de la taille des vaisseaux atteints. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les thérapies ciblées dans toutes les vascularites, évidemment. Donc je vais centrer mon propos sur celles que je connais le mieux, les vascularites associées aux ANCA et les vascularites des gros vaisseaux, notamment ACG et TACA. Alors plutôt que de parler vascularite par vascularite, j'ai choisi de le faire cible thérapeutique par cible thérapeutique, puisque finalement, dans ces pathologies inflammatoires, on a une implication de la réponse immunitaire dans son ensemble, enfin surtout de la réponse immunitaire adaptative, et notamment du lymphocyte T. On verra le TH1, le TH17, également le TH2 avec la production d'interleukine 5, qui s'active après une présentation de l'antigène avec une interaction avec la cellule présentatrice d'antigène. Et donc, tout ça constitue des cibles thérapeutiques. Il y a également une implication de la réponse immunitaire à médiation humorale, et puis donc des données beaucoup plus récentes sur l'implication de l'immunité innée, et notamment du complément avec un nouveau médicament qui est l'avacopan, sur lequel on s'arrêtera un petit peu. Alors, on va commencer par le B. Donc, comment cibler le B au cours des vascularites? Vous pouvez soit détruire les lymphocytes B, soit inhiber l'activation du lymphocyte B avec un anti-BAFF, c'est le belimumab. Alors, le rituximab, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, puisque son utilisation dans les vascularites concerne surtout les vascularites associées aux ANCA. C'est déjà un papier qui est ancien, c'est l'étude RAVE, début des années 2000, dans le New England, qui en fait avait comparé chez 200 patients. Donc, ce qui est important, c'était que c'était uniquement des MPA et des GPA, il n'y avait pas de SHERG. Ces 200 patients étaient randomisés corticothérapie plus endoxan avec un relais Immurel versus corticothérapie plus rituximab, 4 perfusions hebdomadaires sans entretien. Et donc, cette étude avait mis en évidence la non-infériorité du rituximab versus l'endoxan pour la mise en rémission des GPA et des MPA. Et donc, ça a abouti à une autorisation de mise sur le marché du rituximab pour le traitement d'induction de la GPA et de la MPA, avec un certain nombre de limites qui n'ont pas changé à aujourd'hui, qui sont rappelées dans les recommandations du GFEV, qui correspondent en fait surtout aux conditions dans lesquelles les patients étaient inclus dans les CRAEV. Alors évidemment, on privilégiera le rituximab si les patients ont déjà eu de l'endoxan auparavant, qui l'ont mal toléré, qui a eu des effets secondaires, si c'est des femmes en âge de procréer pour préserver la fertilité. Et puis donc le plus important, c'est que jusqu'à récemment, et on va en reparler, on n'avait pas de données fiables sur l'efficacité du rituximab dans la GEPA. Donc c'est un traitement qui, c'était pas dans le libellé d'AMM pour cette indication-là. Le goût de pasture. Et puis donc, en fait, les patients les plus graves qui avaient une hémorragie alvéolaire ventilée ou une insuffisance rénale sévère étaient exclus de l'étude RAVE. Il y avait dans le même numéro du New England un essai de plus petite taille qui s'appelait RituxVAS avec une quarantaine de malades qui incluait ces malades beaucoup plus sévères et qui avait montré qu'il n'y avait pas de différence entre un traitement par corticoïde versus corticoïde et rituximab avec 2 perfusions d'endoxan en plus du rituximab. Donc finalement, chez les malades les plus sévères, on n'a pas vraiment de données sur le rituximab et donc parfois on peut être amené à discuter cette association rituximab-endoxan au moment où ils sont par exemple hospitalisés en réanimation.
Évidemment, ce n'est pas indiqué dans les formes non sévères de vascularite, notamment les MPA avec un FFS à 0. Et puis, donc, c'est moins efficace. Et ça, c'est plutôt des données rétrospectives. C'est moins efficace dans les manifestations granulomateuses de la GPA en dehors des nodules. Dans les nodules, ça fonctionne. Le délai d'action est plus lent que l'endoxan, mais ça finit par fonctionner. Par contre, sur la pachyméningite, les exophthalmies, on a l'impression que c'est inférieur à l'endoxan. Alors, ce qui était intéressant dans cette étude RAVE, c'est que, évidemment, les patients ont été suivis. Et puis, il y a plusieurs papiers qu'on suivi, et notamment un suivi à 18 mois, dans lequel ils s'étaient intéressés aux patients, un patient sur deux qui était inclus à l'occasion d'une rechute. Et parmi ces patients inclus à l'occasion d'une rechute, il y avait une supériorité du rituximab. C'est pour ça qu'à l'occasion d'une rechute de la maladie, on privilégiera le rituximab, surtout si le malade a déjà eu de l'endoxan, parce qu'on est supérieur en situation de rechute. Et le deuxième message de ce papier, c'était que le Ritux était supérieur à 6 mois, à 12 mois, mais plus à 18 mois. On perdait progressivement le bénéfice de ce rituximab. Et rappelez-vous, en fait, que dans RAVE, il n'y avait pas de traitement d'entretien. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée d'utiliser le Ritux en entretien et l'essai, en fait, Menritz. Et donc, cet essai Menritz-100, il a été publié dans le New England en 2014, mené par l'équipe là aussi du groupe français et notamment le IGI-20, avec une centaine de patients qui avaient soit une MPA, soit une GPA, qui étaient en rémission, qui étaient inclus au moment de la rémission et qui étaient randomisés entre deux schémas de traitement d'entretien, soit l'Imurel, soit le rituximab pour 18 mois. Et comme vous le savez, le rituximab faisait beaucoup mieux que l'Imurel, 5% de rechute sévère sous Ritux versus 25% de rechute sévère sous Imurel, donc une diminution de 5 du risque de rechute, si bien qu'aujourd'hui, le rituximab s'est imposé pour le traitement d'entretien des vascularites associées aux ANCA. Là aussi, il y a eu des données de suivi après l'arrêt du traitement d'entretien par rituximab. Et donc, on se retrouve ici dans les données de suivi au long cours de Menritz-101 à 18 mois, la première publication. Le traitement a été arrêté. Et en fait, on voit qu'on a une plus grosse marche d'escalier, à peu près 2 ans après la dernière perfusion de rituximab. Donc, même si ça fonctionne mieux, ça semble suspensif et les patients, en tout cas certains patients, finissent par rechuter. Alors, lesquels rechutent? Dans les analyses de sous-groupes, dans ce papier de Benjamin Terrier, il avait bien montré en fait que les patients qui vont le plus rechuter après l'arrêt du traitement d'entretien, c'est les vascularites PR3. Et parmi ces vascularites PR3, essentiellement ceux qui n'ont pas négativé leur PR3 au M12 du traitement d'entretien. Vous commencez votre traitement d'entretien, c'est M0. À M12, ceux qui n'ont pas négativé les PR3, méfiance, c'est ceux qui sont à plus haut risque de rechute. Vous voyez qu'un an après la dernière perf de Ritux, plus de la moitié des patients ont déjà rechuté dans ce sous-groupe. D'où l'essai Menritz-103. Je chante volontairement Menritz-102, dont l'analyse est un peu compliquée. Dans Menritz-103, après ce traitement d'entretien, les patients étaient randomisés entre continuer le rituximab pendant 18 mois supplémentaires versus continuer le placebo. Et donc, comme vous vous en doutez, quand on continue le rituximab, on maintient la rémission. Dans le groupe placebo, il y avait davantage de rechutes. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on n'avait pas trop de complications infectieuses, en sachant que c'était avant l'ère Covid. Donc ça a mené à des recommandations là aussi du groupe français sur le traitement d'entretien des vascularites associées aux ANCA. Ce sont plutôt des propositions de groupes d'experts plutôt que de réelles recommandations. Il y a deux situations. Soit vous avez une vascularite à anticorps anti-PR3 et il y a clairement un risque de rechute qui est plus important. Donc chez ces patients, il faut proposer un traitement d'entretien pendant une durée de 4 ans, sauf effet indésirable. On travaille en ce moment sur les facteurs de risque de rechute de manière un petit peu plus fine. Et en plus des anticorps anti-PR3, il y a probablement 2 facteurs qui diminuent le risque de rechute et dont il faut tenir compte quand on va décider de la durée d'un traitement d'entretien. C'est l'âge, parce que passé 75 ans, on a une forte diminution du risque de rechute, et également l'insuffisance rénale, et notamment passé une clairance en dessous de 30, on a une forte diminution du risque de rechute. Donc, il faut probablement pondérer cette attitude dans les Wegener du sujet âgé avec une insuffisance rénale et surtout dans des situations comme actuellement, éventuellement
raccourcir ce traitement d'entretien. Dans les autres situations, donc les vascularites non sévères, on ne fait pas d'immunosuppresseur. Et puis donc les vascularites de type MPA avec un FFS à plus de 0, en première poussée, 2 ans de traitement d'entretien. Et si par contre il rechute, 4 ans, voire plus, en fonction du profil du patient. La dose, donc vous savez qu'en France, dans les essais Menrid 100, on a toujours fait 500 mg lors de chaque perfusion. Dans Menrid 102, il y avait des traitements systématiques versus à la demande. Les Américains ont fait un peu différemment. Ils ont proposé, dans un essai qui s'appelle Ritazarem, de faire 1 gramme tous les 4 mois versus là aussi l'Imurel. Donc, c'est supérieur à l'Imurel. Par contre, il y a beaucoup plus d'infections et notamment de pneumocystose. Donc, le message, c'est que, sauf de très rares situations, 500 mg tous les 6 mois, ça suffit largement, mais on peut augmenter la dose si on n'a pas une déplétion complète et si on a un malade qui reste actif malgré le traitement d'entretien. Qu'en est-il dans le SHERG? Je vous disais à l'instant qu'on n'avait pas de données fiables sur l'utilisation du Ritux au cours de la GEPA. Alors, il y avait quelques séries dans la littérature qui avaient suggéré que c'était efficace, en particulier dans les SHERG de phénotype vascularitique. Et puis, donc, le GFEV a là aussi lancé un essai randomisé, contrôlé, contre placebo, où il y avait en fait une double stratification en fonction de la gravité du patient, un score FFS. Si c'était des SHERG sans critères de mauvais pronostic, ils avaient corticothérapie plus placebo versus corticothérapie plus 2 perfs de Ritux en induction 1J1, J15. S'ils étaient sévères, ils avaient corticothérapie plus endoxan plus placebo de Ritux versus corticothérapie plus Ritux plus placebo d'endoxan. En cas de traitement par cyclophosphamide, il y avait un relais par Imurel et les patients étaient suivis pendant 1 an. Alors, les données ne sont pas publiées, mais elles ont été présentées à 2 reprises, et notamment à l'ACR à l'automne dernier. Donc, voilà les résultats. C'est là aussi Benjamin Terrier qui l'avait présenté en late breaking abstract. Les patients d'abord. Les patients, c'était dans 3 quarts des cas des SHERG nouvellement diagnostiqués. Il y en avait un peu plus de 100 randomisés, 52 dans le groupe rituximab, 53 dans la stratégie conventionnelle. Vous voyez que c'était pour un peu plus de la moitié des SHERG sans critères de gravité, avec des FFS à 0. Et puis, donc, un pourcentage de positivité des ANCA à peu près 40%, donc un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on observe dans les SHERG habituellement. Alors, les résultats, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence en termes de rémission, qui était définie par un BIVAS à 0 avec moins de 7,5 mg par jour de corticoïdes à 6 mois. Il n'y a pas de différence donc en termes de rémission entre les 2 groupes. Il n'y a pas non plus de différence en termes d'épargne en corticoïdes et il n'y a pas de différence dans les différents sous-groupes, rechuteurs versus naïfs, selon la gravité et selon le statut en cas. Alors, on peut interpréter les choses de 2 manières, se dire finalement que le rituximab est aussi efficace que l'endoxan pour le traitement du SHERG. La seule difficulté, c'était que c'était un essai de supériorité qui devait montrer la supériorité du Ritux versus l'endoxan. Et donc, un essai de supériorité négatif ne permet pas de conclure à la non-infériorité du Ritux versus l'endoxan. Donc, il faut rester prudent. Et le deuxième message, c'est qu'il y a quand même la moitié des patients qui n'étaient pas graves et qui ont eu cortico plus Ritux versus cortico plus rien et qui, en fait, allaient tout aussi bien. Donc, c'est que probablement, en plus, le rituximab dans les SHERG sans signe de gravité ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut cibler le lymphocyte B au cours des vascularites à ANCA? Vous savez qu'il y a d'autres traitements qui ciblent le B, en particulier l'obinutuzumab, qui est un anticorps anti-CD20 qui permet une déplétion plus profonde et plus prolongée des lymphocytes B. Alors, il y a assez peu de données dans les vascularites associées aux ANCA. Il y a un papier récent, une série américaine de 3 patients parus dans Rheumatology qui avaient reçu de l'obinu pour en fait une réaction allergique au Ritux avec un schéma assez habituel. Il y avait une MPA et 2 GPA. Globalement, ça marche en induction et en entretien. Il n'y a rien d'étonnant. Les vraies questions, c'est de savoir si ça permet une efficacité, une mise en rémission plus prolongée que le rituximab dans ces maladies.
Et donc, il y a là aussi une étude qui devrait démarrer prochainement pour les GPA réfractaires, qui est menée par le GFEV, où il y aura donc 33 patients. Donc, c'est une étude de phase 2 qui recevront 2 salves d'OBI, S0, S2, puis S24 et S26, donc en phase 2, en ouvert, pour voir quelle est l'efficacité et la tolérance de ce traitement. Deuxième manière de cibler le B, c'est d'inhiber en fait son activation, sa prolifération, enfin surtout son activation, en inhibant et en bloquant BAF-BLyS. Et donc, le médicament qu'on a pour ça, c'est le belimumab. Dans les vascularites, il y a quelques données, et notamment les données de cette étude, qui est une étude qui a fait un petit peu flop, vous allez comprendre pourquoi. C'était une étude qui visait à évaluer le belimumab en traitement d'entretien dans les vascularites associées aux ANCA, MPA et GPA, qui avait une induction assez classique, corticoritux ou cortico-endoxan. Et puis, comme dans Menritsan, ils étaient randomisés entre un traitement par corticoïde imurel plus belimumab versus corticoïde imurel plus placebo. Et donc, finalement, cette étude, comme elle a fait suite à Menritsan, elle a rapidement fait flop puisque son bras contrôle n'était plus le standard of care. Et donc, parmi les 300 patients qui devaient participer, seuls 105 ont été randomisés, et donc avec aucun signal d'activité pour le belimumab en entretien. Alors, il y a quand même une étude en induction, mais qui est en cours, pour laquelle je n'ai pas de résultats à vous communiquer, et qui compare un traitement d'induction par cortico plus ritux, plus placebo ou belimumab en sous-cutané dans les vascularites PR3 actives. C'est l'essai qui s'appelle Combivas, qui est un essai anglais, je crois, dont on n'a pas encore les résultats, c'est en cours. Autre cible thérapeutique potentielle, c'est le complément. Et donc là, il y a beaucoup de nouveautés, comme on va le voir. Donc, comme vous le savez, la cascade du complément s'active par 3 voies, la voie classique, la voie d'électine, la voie alterne. Ça aboutit à une C3 convertase qui aboutit au clivage du C5 en C5A et en C5B. Le C5B, il conduit à la formation du complexe d'attaque membranaire, qui est très important pour les défenses anti-infectieuses, notamment vis-à-vis du méningocoque. Et le C5A est plutôt une molécule chimiotactique qui va amplifier la réponse inflammatoire. Et on a aujourd'hui des traitements, et notamment l'avacopan, qui bloque le C5A. Et donc, cet avacopan, il a été utilisé dans un essai thérapeutique au cours des vascularites à ANCA, puisqu'il y a beaucoup de rationnels sur l'implication du C5A dans les vascularites à ANCA. Sans entrer dans les détails, dans les vascularites à ANCA, un trigger inflammatoire ou infectieux qui entraîne l'expression à la membrane du neutrophile des cibles MPO-PR3, où les ANCA viennent se fixer. Ça suractive le neutrophile, ça induit la vascularite. Ensuite, il y a nétose et expression de MPO et de PR3 dans ces nets qui entretient l'immunisation et la formation des ANCA. Et il y a également production de C5A et recrutement de nouveaux neutrophiles. Et vous avez une boucle qui amplifie ces lésions de vascularite. Et donc, ce C5, il se lie à 2 types de récepteurs. Ce C5A, pardon, il se lie au récepteur de type 1, qui est exprimé par le neutrophile, mais aussi d'autres cellules inflammatoires, qui jouent un rôle chimiotactique et d'amplification de la réponse inflammatoire, puisqu'une cellule exposée au C5A va libérer plein de chimiokines et plein de cytokines. Et puis, il y a un deuxième récepteur, qui est le C5R2 ou C5L2, qui est un decoy récepteur. Lui, c'est un récepteur qui n'entraîne aucune signalisation et qui aboutit à la clairance du C5A. Et donc, il y a un médicament qui arrive sur le marché qui est l'avacopan. L'avacopan va bloquer le récepteur de type 1 pro-inflammatoire en laissant libre le récepteur de type 2 anti-inflammatoire. Et donc, ça a été utilisé dans les vascularites à ANCA, puisque dans les vascularites à ANCA, il y a une implication de ce C5A. Vous le voyez dans ce papier, où il y a tout à gauche, c'est des vascularites à ANCA. La deuxième colonne, ce sont des glomérulonéphrite lupiques, c'est des dosages sériques. On voit en fait qu'on a plutôt une activation de la voie, de la formation de complexes d'attaque membranaire dans les glomérulonéphrite lupiques, et que pour des glomérulonéphrite des vascularites à ANCA, on a plutôt une implication des anaphylatoxines avec du C5A et du C3A. Et dans des modèles murins, donc des souris avec transfert adoptif d'anticorps anti-MPO, eh bien, le fait d'invalider
le C5A récepteur ou d'utiliser un anticorps anti-C5A récepteur empêche le développement des lésions de glomérulonéphrite. Donc, c'est comme ça que cet avacopan qui bloque ce récepteur de type 1 du C5A a été utilisé dans les vascularites à ANCA. Et je vous le disais à l'instant, cette molécule a plusieurs avantages. C'est un traitement qui est péroce, dont le métabolisme est hépatique. Ça ne s'adapte pas à la fonction rénale, qui va maintenir la production de complexes d'attaque membranaire, donc il n'y a pas de souci d'infection invasive à méningocoque, et qui maintient la fonction du C5A récepteur de type 2, donc la clairance du C5A, donc vous n'avez pas d'augmentation des concentrations de C5A sous avacopan. Donc cet essai, il s'appelle Advocate, c'est un essai international de phase 3, randomisé contre placebo, double aveugle, qui a évalué chez des patients qui avaient une GPA ou une MPA active, sans insuffisance rénale avec une clairance à moins de 15 ml par minute, qui a évalué en fait l'avacopan versus la corticothérapie. Les patients avaient un traitement immunosuppresseur, Ritux ou Endoxan, plus dans le premier bras de l'avacopan pendant 1 an, et dans le deuxième bras, des corticoïdes pendant. Dans le groupe avacopan, il y avait 0 corticoïdes à partir de l'inclusion. Les patients, c'était des patients assez classiques, une 60aine d'années, surtout des nouveaux diagnostics, moitié de MPO, moitié de PR3, beaucoup d'atteintes rénales, 80% d'atteintes rénales, et puis donc évidemment exposés aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs, plus de Ritux que d'Endoxan. La dose de corticoïdes, quasiment rien dans le groupe avacopan, vous voyez, beaucoup dans le groupe prednisone. Et en termes de résultats, c'était une étude de non-infériorité de l'avacopan versus la prednisone. On verra qu'il y a quelques limites quand même. Mais donc ce critère de non-infériorité a été atteint à 6 mois. Il y avait autant de rémissions dans les deux groupes. À 12 mois, il y avait même un résultat en faveur de l'avacopan. Mais là, il faut être prudent, La corticothérapie, elle était donnée 6 mois, l'avacopan 1 an. Donc évidemment, quand il y a un médicament et l'autre qui est plus pris, on s'attend à ce qu'il soit supérieur. En termes de réponse rénale, on a l'impression que ça fait un petit peu mieux sur le rein, puisqu'on a des DFG qui sont supérieurs dans le groupe avacopan et une amélioration des paramètres du sédiment urinaire. Mais là aussi, il faut voir ce que ça donne sur le long terme et dans la vraie vie, puisque vous voyez que le delta, on est sur du 2-3 millilitres minute de DFG. Et puis, donc, en termes de rechute, il y a une diminution du risque de rechute sous avacopan, mais là aussi, un gros warning. Dans le groupe placebo, les patients avaient 6 mois de corticoïdes et puis un traitement qui était de l'endoxan avec relais Immurel ou du rituximab sans entretien. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait actuellement. En tout cas, l'avacopan marche, mais l'étude ne démontre pas que c'est supérieur en termes de traitement d'entretien. En termes de tolérance, pas de mauvais signal sur la tolérance, évidemment surtout des infections et surtout en fait une diminution des effets indésirables de la corticothérapie qui était mesurée par le classique score GTI. Alors en résumé, qu'est-ce que ça apporte cette étude Advocate? Ça apporte quand même pour la première fois une molécule qui challenge véritablement les corticoïdes dans une maladie inflammatoire avec des schémas 0 corticoïdes, donc ça c'est une énorme innovation tout de même. C'est prometteur parce que ça semble extrêmement rapide sur les paramètres rénaux et donc on se dit qu'on a peut-être certains patients qui peuvent en tirer bénéfice de ce point de vue-là, mais il y a des limites. Le traitement était donné pendant 52 semaines versus 20 semaines pour les corticoïdes, donc ce n'est pas complètement fair play en termes de bras comparateurs. Il n'y avait pas de traitement d'entretien s'il y avait eu un Ritux en induction, donc ce n'est pas vraiment le standard of care. Et puis, donc, passé 6 mois, il n'y avait plus vraiment de différence d'exposition aux corticoïdes entre les deux groupes. Donc, c'est un médicament qui a obtenu une AMM en France. Le libellé d'AMM, c'est GPA ou MPA sévère en association au Ritux ou à l'endoxan, mais qui, pour l'instant, est accessible par un formulaire d'accès précoce sur le site de l'HAS et pour lequel on n'a pas encore de coût. Et le coût s'annonce extrêmement important. Donc, il faudra probablement travailler sur les patients à qui faire bénéficier de ce traitement. Autre cible thérapeutique, c'est le TH2 et notamment l'interleukine 5. L'interleukine 5 qui va être produite par ce lymphocyte TH2
Et donc, la vascularite à signature TH2, c'est la GEPA. Et donc, il était naturel d'essayer de cibler l'interleukine 5 dans le SHERG. C'est ce qu'a fait l'essai MIRA, qui a été publié en 2017 dans le New England. C'était des SHERG corticodépendants, on va y revenir, et ils étaient randomisés entre mépolizumab, une injection tous les mois, versus placebo. Ces patients, voilà leurs caractéristiques. Ce qui est vraiment important à voir, c'était que c'était des SHERG anciens. Vous voyez, à peu près 5 ans d'évolution, sous 10 mg de corticoïdes, avec très peu d'ANCA. Donc, en fait, c'était des SHERG corticodépendants du fait de leur asthme ou de manifestations ORL. Ce n'étaient pas des SHERG en poussée de vascularite. En tout cas, dans cette population de SHERG corticodépendants, eh bien, donc dans le groupe MEPO, il n'y avait pas photo, on avait un pourcentage de rémission bien supérieur au groupe placebo, c'est 50 versus 20%, avec un critère de rémission qui était assez stringent. C'était un BIVAS à 0, c'est-à-dire pas d'asthme, pas de manifestation ORL, et moins de 4 mg par jour de corticoïdes. Donc, chez certains SHERG, c'est très difficile à obtenir. À l'arrêt du traitement, c'était suspensif. Les patients qui arrêtaient leur MEPO refaisaient des manifestations ORL et pulmonaires. Donc, c'est un médicament qui est efficace, mais qui est suspensif. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de données sur l'intérêt de ce médicament dans les vascularites actives. Et là aussi, il y a un essai qui démarre au sein du GFEV qui s'appelle l'essai EMERGE. Il y a quelques données de série, et notamment cette série européenne à laquelle on avait participé, sur l'utilisation des biothérapies dans la GEPA. L'intérêt, c'est qu'il y a surtout une comparaison de 2 traitements de l'asthme corticodépendant, le MEPO versus l'omalizumab. Et en fait, là, en rouge, c'est les pourcentages de rémission. On a donc une efficacité bien plus importante du mépolizumab versus l'omalizumab. Donc, c'est le traitement de choix dans le SHERG corticodépendant. Maintenant, il y a une question sur la dose, puisque dans MIRA, la dose était de 300 mg, alors que dans l'asthme, c'est 100 mg. Et donc, finalement, les premiers malades à qui on a donné du mépolizumab en pratique courante, on le donnait dans l'indication asthme, et donc à 100 mg. Et donc, dans ce papier, il y a une comparaison d'efficacité entre les 2 doses. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de signal qui prouve que chez des malades, encore une fois, qui sont des SHERG corticodépendants qui vont bien, il va mieux donner 300 que 100 mg. Peut-être qu'en induction du traitement de la vascularite, il faut mieux donner 300 que 100, mais ça, on n'a pas d'éléments pour y répondre. En tout cas, en entretien et pour prévenir les manifestations ORL et asthmatiques, le mépolizumab 100 mg semble faire déjà très bien. En termes d'efficacité, globalement, sur l'asthme, ça marche quasi à 100%. Sur les manifestations ORL, on va dire entre 2 tiers et 3 quarts des malades sont quasi nettoyés, mais il y en a quand même un bon tiers qui garde des petites manifestations ORL. Et c'est un médicament qui est très bien toléré. Autre cible thérapeutique, c'est l'activation du lymphocyte T. Vous savez donc que le biomédicament qu'on a pour inhiber l'activation du lymphocyte T, c'est l'abatacept qui va bloquer l'interaction CD80-86 avec le CD28. Il y a quelques données dans les vascularites des gros vaisseaux et dans les vascularites associées aux ANCA. Dans les vascularites des gros vaisseaux, il y a 2 essais thérapeutiques menés par l'équipe de Carol Langford aux États-Unis, qui sont assez compliqués. Donc là, c'était des ACG actifs qui recevaient corticoïdes et abatacept IV. S'ils étaient en rémission à 3 mois, ils étaient randomisés pour continuer l'abatacept ou avoir un placebo. Et ils arrêtaient leur corticoïde à 6 mois. Les résultats, il y a un petit signal d'efficacité en faveur de l'abatacept avec une survie sans rechute qui est meilleure que dans le groupe placebo. Mais vous voyez un petit P qui en plus est unilatéral, qui est quand même très limite significativité. Et donc, il y a un essai de phase 3 qui est en cours, mais uniquement aux États-Unis. La même étude a été menée dans les TACA actifs. Et là, on va passer très vite, puisque dans le groupe abatacept, qui est le trait plein, c'était pire que dans le groupe placebo. Donc, ça ne marche pas du tout dans le TACA. Dans les vascularites associées aux ANCA, il y a un papier dans la GPA de la même équipe qui s'est intéressé à une petite série de 20 patients qui avaient en fait une GPA, c'est ces patients un peu grumbling qui gardent des manifestations ORL et qui font ce qu'on appelle des rechutes peu sévères. Et donc, ces patients, il leur avait été proposé, en plus de leur traitement en add-on, en plus des corticoïdes et souvent de l'imurel et du métaux, d'ajouter de l'abatacept. Et c'était de l'abatacept IV à la posologie PR.
10 mg kg. Et donc, ça a montré dans cette série ouverte, chez seulement 20 patients, qui avaient un bénéfice en termes d'épargne en corticoïdes. Personnellement, on a utilisé dans le service chez 1 ou 2 patients. On n'était pas extrêmement convaincus. En tout cas, là aussi, je vais revenir en arrière, il y a un essai randomisé qui est mené par l'équipe de Carole Langford et l'essai est en cours. On n'a pas encore eu de communication sur les résultats. Ça va cibler des GPA peu sévères en rechute. Autre cible thérapeutique, le CD52 avec l'alemtuzumab. Là, j'ai voulu vous en parler parce qu'il y a un papier tout récent de l'équipe de David Jane qui rapporte son utilisation dans une étude de phase 2 avec des vascularites dites en échec. Après une première ligne de traitement, on va voir que c'est quand même assez discutable. Il y a des B7 qui étaient en échec des anti-TNF et il y a des vascularites associées aux ANCA en échec d'un traitement conventionnel. Il y a un certain nombre de critères d'exclusion sur lesquels on ne va pas s'arrêter. Et les patients étaient randomisés entre recevoir une faible dose de Campat et une forte dose de Campat, avec un premier traitement à l'inclusion, un deuxième à M6 et puis éventuellement à 1 an. Au moment des perfs de Campat, ils recevaient aussi un bolus de solu de 500 mg. Ils avaient un important traitement préventif des infections opportunistes et puis une décroissance assez rapide des corticoïdes. Vous voyez 2,5 mg par mois jusqu'à là. Alors, pour des malades réfractaires, ils ne sont quand même pas très actifs. Vous voyez qu'il y a une vingtaine de malades, moitié B7, moitié vascularite associée aux ANCA, et le BIVAS, il est à 4. Comparé, par exemple, dans Advocate, il est à 24. Donc, ils ne sont pas extrêmement actifs. C'est plutôt des grumblings un peu corticodépendants. En termes de réponse, il y a une réponse, mais là aussi, ce n'est pas extraordinaire. Vous voyez qu'il y a une réponse à 6 mois, chez un tiers des malades, une réponse complète, un tiers des malades, une réponse partielle. Donc, dans le papier, ils disent qu'il y a 2 tiers des malades qui répondent. En termes de tolérance, on pouvait s'attendre à quand même une tolérance assez difficile sur le plan du risque infectieux. Là, ils nous disent qu'il y a 4 arrêts de traitement liés à l'alemtuzumab, un syndrome de relargage cytokinique, une gastroentérite virale, une colite à Clostridium, une infection ACMV. Donc, ils concluent que ça peut être utile et que c'est plutôt bien toléré. Moi, mon opinion avec l'arrivée de l'avacopan, c'est que c'est probablement extrêmement marginal et qu'à mon avis, ce n'est pas un traitement de 2e, même de 3e ligne. Les anti-TNF, on va aller très vite. Dans l'artérite à cellules géantes, les 3 principales molécules ont été testées et n'ont pas montré d'efficacité. Dans le TACA, il y a des données rétrospectives sur des séries importantes, mais pas d'essais randomisés contrôlés qui suggèrent que c'est efficace. Et s'il y a une molécule à préférer, c'est plutôt l'infliximab que les autres anti-TNF. Dans la PAN, c'est restreint à une série de cas, vous voyez, de 9 patients. Et dans les vascularites à ANCA, il y avait eu quelques séries encourageantes, mais il y a un essai randomisé qui s'appelait VEGET, qui est un essai ancien, qui avait comparé cortico-endoxan versus cortico-endoxan plus étanercept. Il n'y avait pas de différence. Donc, les anti-TNF, en dehors du TACA, dans les vascularites dont on parle aujourd'hui, très peu de place. Le tocilizumab, je vais accélérer puisque le temps avance et je pense que vous connaissez très bien ces données. Donc, c'est utilisé dans l'artérite à cellules géantes sur la foi de cette étude de phase 3, l'étude de Jayakta, qui avait montré la supériorité du toci versus le placebo en association à la corticothérapie pour induire la rémission et entretenir la rémission dans les vascularites associées aux ANCA. Vous avez ici les 2 groupes toci versus les 2 groupes placebo. Ici, 12 mois, ici, 6 mois de corticoïdes. Donc, on a aujourd'hui une AMM pour l'utiliser dans l'ACG qui a une corticodépendance avec des rechutes multiples à plus de 7,5 ou chez des patients qui ont d'authentiques effets secondaires de la corticothérapie documentés. La difficulté de ce traitement, c'est le monitoring des patients puisque VS, CRP et fibrinogène deviennent indosables du jour au lendemain. Que les patients peuvent faire, comme c'était le cas donc, dans ce papier de rhumatologie, des accidents infectieux, des pneumopathies AVS et CRP froides. Donc, il faut être particulièrement attentif et bien éduquer les patients. Et donc, il est très difficile de savoir si les patients sont actifs. Donc, il y a des travaux de recherche, on pourra en discuter sur l'intérêt de l'interleukine 6 avec un cutoff qui est assez difficile à trouver. Mais en tout cas, ceux qui gardent une IL6 très élevée sous toci semblent rechuter plus que ceux qui ont une IL6 moins élevée. Et puis, il y avait eu également une communication de l'équipe de Johnstone à l'ACR, mais déjà il y a plus d'1 an et demi, sur l'intérêt de l'aptoglobine. Et aujourd'hui, le papier n'est pas paru.
Donc, il y a très certainement des données dont on n'est pas au courant. Ils avaient dit que l'aptoglobine était un biomarqueur qui permettait de bien distinguer les patients actifs des patients inactifs. On s'est mis à le faire à Dijon. C'est vrai qu'il y en a qui ont des aptos indosables, mais globalement, ils ont tous une apto basse. Qu'est-ce qui se passe après l'arrêt du TOSI? C'est un petit peu comme toutes les biothérapies. Ça rechute. On l'avait montré dans l'essai de phase 2 qu'on avait mené à Dijon. Les Suisses l'ont montré après leur essai où il y avait 1 an de traitement. Et puis, dans l'essai Jayacta, on a la même chose. À 1 an, le TOSI est supérieur, mais plus on suit les malades et plus les courbes se rejoignent. Donc, c'est efficace, mais suspensif. Et le monitoring des patients est difficile. C'est ce qui est résumé sur cette diapositive, en plus du fait que c'est quand même un traitement assez coûteux. On est à peu près à 800–900 € par mois. Donc, très utile, très efficace, mais pour les bons patients. Dans le TACA, qu'est-ce qu'il en est? Il y a surtout un essai randomisé contre placebo dans le TACA qui est interprété comme, qui est rendu comme négatif, mais en fait, il y a quelques limites. Il y a 36 patients rechuteurs, donc des malades plus difficiles à traiter. Et il y a quand même un petit P en ITT qui n'est pas loin d'être significatif, alors même qu'il n'y a que 36 patients et qui est positif en pair protocole, en analyse en pair protocole. Donc quand même, je dirais, un signal fort d'efficacité et qui est renforcé par des données de série rétrospective. Ici, je vous ai mis la plus importante, qui est celle de Arsène Méquignan, du groupe français, avec plus de 200 patients, dont à peu près 80 sous TOSI, où on avait une réponse donc aux alentours de 70–80%. Donc probablement que le tocilizumab, comme l'infliximab, sont 2 biomédicaments très utiles pour traiter les TACA les plus sévères. Autre cible thérapeutique, l'Usteki, qui cible la sous-unité P40, qui est une sous-unité qui est commune à l'interleukine 12, qui va aboutir à la voie TH1, et à l'interleukine 23, qui va aboutir à la voie TH17. Cet ustekinumab, il est étudié dans l'artérite à cellules géantes, puisque cette sous-unité P40, elle est très fortement exprimée au niveau ARN messager et à l'échelle protéique dans les lésions d'artérite à cellules géantes. Et il y avait eu une série rétrospective d'une équipe irlandaise qui avait rapporté 20 à 30 patients qui avaient une ACG corticodépendante, et ils avaient ajouté l'ustekinumab à la posologie psoriasis, donc 90 mg sous cut à S0, S4 puis tous les 3 mois. Et globalement, c'était efficace, très bien toléré, ça permettait de faire de l'épargne, mais ça rechutait à l'arrêt du médicament. Il y a depuis eu un essai de phase 2 mené par l'équipe de Johnstone qui a été arrêté prématurément pour inefficacité, mais ils avaient vraiment un design qui n'était pas adapté à cette molécule puisqu'ils avaient prévu une corticothérapie extrêmement courte comme avec du TOSI, alors que c'est un médicament dont le mécanisme d'action est lent. Et donc, c'est pour ça qu'à Dijon, on continue l'essai thérapeutique qu'on a initié il y a 2 ans, qui s'appelle l'essai ULTRA, où chez des patients en rechute, on compare la prednisone seule à la prednisone en association à l'ustekinumab. Dans le TACA, quasi aucune donnée. 4 patients traités par ustekinumab rapportés dans la littérature quand on avait fait cette revue avec Bernard en décembre. Ensuite, si on a le temps, je vous parle encore de 2 cibles thérapeutiques, les inhibiteurs de JAK. Les inhibiteurs de JAK sont des petits médicaments par voie orale qui vont bloquer des protéines kinases qui agissent en aval des récepteurs de cytokines. Il y en a 4, JAK1, JAK2, JAK3 et TIC. L'intérêt, c'est qu'elles sont redondantes et qu'avec un médicament, vous allez pouvoir inhiber plusieurs cytokines. Et donc, il y a des JAK qui sont intéressantes à inhiber dans notamment les vascularites des gros vaisseaux. C'est notamment JAK1 parce que vous voyez qu'il est en aval de l'interféron gamma, de l'interleukine 6, et qui sont 2 cytokines fortement impliquées. Et donc, il y a à l'heure actuelle un essai thérapeutique mené par l'industrie qui évalue l'upadacitinib dans cette indication, qui est un inhibiteur plutôt sélectif de JAK1. Et puis, il y a des données qui ont été tout récemment publiées concernant le baricitinib, qui lui inhibe JAK1 et JAK2. Et donc, ces données, elles sont parues dans ARD là, en début d'année. C'est l'équipe de la Mayo qui a fait cette phase 2, où ils avaient inclus en fait des ACG prouvés par histologie ou imagerie qui étaient en rechute et chez qui ils augmentaient la corticothérapie à soit 10, soit 20, soit 30 mg avec un schéma de décroissance protocolisé. Et puis, ils associaient du baricitinib 4 mg une fois par jour pendant 1 an. Alors, quels sont les messages de cette publication? Eh bien, donc, c'est que, en termes d'effets secondaires, c'est
plutôt bien toléré. Les effets secondaires sévères, il n'y en a pas eu tant que ça, surtout une cytopénie chez un patient. Il y a eu 15 patients inclus. Chez un des 15 patients qui a arrêté pour une thrombopénie, il y a 2 patients qui ont fait un Covid qui s'est bien passé. Il y a un patient qui a fait un zona. C'est un des effets secondaires assez habituels sous JAK inhibiteur. Pas d'événement vasculaire ou thromboembolique veineux. Et en termes d'efficacité, donc un signal d'efficacité assez fort, puisque quasi tous ont arrêté leur corticothérapie, 93%. Il y en a quand même un qui a rechuté en cours de traitement. Et puis, donc, après l'arrêt du baricitinib, il y a quand même un tiers des patients qui ont rechuté. Donc, c'est comme tous ces médicaments, efficaces, mais probablement suspensifs chez certains patients particulièrement difficiles à traiter. Dans le TACA, un case report en décembre 2021. Dernière cible thérapeutique, l'IL-17. L'IL-17 peut être inhibé par le secukinumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre l'IL-17A et qui est déjà utilisé dans le psoriasis et le rhumatisme psoriasique. Et il y a une étude de phase 2 qui a été rapportée à l'ACR à l'automne dernier, et qui comparait des ACG, c'était des ACG actives qui étaient randomisées entre une corticothérapie pendant 6 mois, plus un placebo ou du secukinumab sous-cutané pendant 1 an. Il y a 52 patients qui ont été randomisés, 27 dans le groupe secukinumab, 25 dans le groupe placebo, une analyse statistique qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est une analyse bayésienne. En tout cas, en termes de rémission, on a un fort signal d'efficacité. Il y a 70% des patients qui étaient en rémission dans le bras secuki versus 20% dans le bras placebo. Là, vous avez les mêmes données à 1 an et puis donc la survie sans rechute, donc très à l'avantage du secukinumab. Là aussi, attention, dans le bras placebo, c'est 6 mois de corticoïdes pour un malade actif. On sait que ça ne suffit pas. En tout cas, ça a permis de démontrer un signal fort d'efficacité pour le secukinumab. Et il y a une étude de phase 3 qui démarre. Et dans cette étude de phase 3, le bras contrôle recevra 1 an de corticoïdes. Dans le bras secukinumab, ils auront 6 mois. Donc, on a un vrai bras contrôle à l'inverse de l'étude de phase 2. En termes d'efficacité, je vous remets juste les chiffres d'épargne en corticoïdes de Jayacta qui a évalué le TOSI versus Titane qui a évalué le secukinumab. Et vous voyez que dans Jayacta, on a un delta une épargne en corticoïdes d'à peu près 2 grammes. On est plutôt autour de 500-600 mg avec les anti-IL-17. C'est évidemment difficile de comparer en face-to-face deux études, mais on a l'impression qu'on a plus d'épargne avec le TOSI qu'avec le Secuki. Je crois qu'il faut surtout attendre les résultats de l'étude de phase 3. Et c'est une molécule qui est assez prometteuse, qui est très bien tolérée. Dans les données qu'on a dans le rhume-pso et dans le psoriasis montrent que c'est très bien toléré. Ça donne quelques infections. Ce qui est inhabituel comme infection versus les autres biothérapies, ce sont des candidoses, mais c'est généralement des candidoses orales. Il n'y avait pas eu de candidose invasive dans cette étude qui incluait des patients assez âgés et corticothérapie. Donc voilà, ça semble efficace. Ça a confirmé dans une étude de phase 3 qui a démarré. On n'a pas de données après l'arrêt du secukinumab. L'étude de phase 3 est très bien montée puisque après 1 an de traitement, il y aura une nouvelle randomisation qui comparera poursuite versus arrêt. Donc on aura dans cet essai thérapeutique des données fiables sur l'arrêt de la biothérapie. L'avantage, c'est que ça n'interfère pas avec le dosage des protéines de l'inflammation. Le désavantage, c'est que c'est peut-être moins épargneur en corticoïdes. Et ça, il faudra peut-être un jour qu'on fasse des essais thérapeutiques comparant aussi à Secuki. Et enfin, dernière cible thérapeutique, et après je m'arrête, c'est le GM-CSF. Le GM-CSF, c'est une cytokine qui est impliquée dans les vascularites des gros vaisseaux et notamment dans l'artérite à cellules géantes. Il y a beaucoup de GM-CSF, il y a beaucoup de récepteurs du GM-CSF dans les lésions. C'est produit notamment par le macrophage, et puis donc je suis obligé de passer un peu vite, mais ça amplifie la réponse inflammatoire et ça induit du remodelage. Et là aussi, il y a une molécule qui bloque le GM-CSF qui s'appelle le mavrilimumab, qui est utilisable en sous-cutané et qui a été testé dans cet essai thérapeutique qui a été publié par l'équipe de Mariacide en début d'année dans ARD. C'est là aussi des patients avec une ACG active, au diagnostic ou en rechute, moitié de rechuteurs, moitié de nouvellement diagnostiqués, et qui était randomisé entre corticoïdes pendant 6 mois, plus placebo, ou plus mavrilimumab pendant 1 an. La courbe du mavrilimumab, là, c'est la survie sans rechute. La courbe du mavrilimumab est en violet. Donc là, il y a là aussi un fort signal en faveur d'une efficacité de ce médicament.
Et il y a une phase 3 qui devrait prochainement démarrer. Donc, en conclusion, dans la GPA et la MPA, les cibles thérapeutiques d'intérêt sont le lymphocyte B et le complément. Dans la GEPA, peut-être le lymphocyte B, mais c'est beaucoup moins convaincant, et surtout l'éosinophiles. Dans le TACA, l'IL6 et le TNF-alpha. Dans la CG, énormément de cytokines, donc on est très heureux à Dijon parce qu'on a plein de cibles thérapeutiques. Et en tout cas, je pense que ce qui est très important, c'est que finalement, vous voyez que dans ces maladies, c'est en raisonnant sur une méthode physiopathologique et sur les mécanismes des maladies qu'on comprend mieux les cibles thérapeutiques et qu'on les adapte à nos patients. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en particulier avec Bernard à Dijon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je peux te poser une question? Oui. Pascal Catebra à Saint-Étienne. On a l'impression, moi j'ai quelques malades avec des GEPA qui avaient plus d'éosinophiles sous mes peaux, mais qui avaient de l'asthme encore et qui en ont plus après les avoir switchés au benralizumab. Est-ce qu'on a au Fasenra, est-ce qu'on a des données là sur ce? Alors pour le Benra, il y a pas beaucoup de données dans les séries. En tout cas, il y a un essai thérapeutique qui s'appelle Mandara, qui est un essai randomisé qui compare dans les SHERG actifs corticodépendants le MEPO 300 mg au benralizumab, je crois que c'est 40. C'est la dose asthme. Et c'est cet essai-là qui nous répondra. Moi, mon expérience personnelle, les patients sous MEPO, c'est plutôt une excellente réponse. On a chez, je dirais, un petit 20% des patients encore des signes ORL, rarement de l'asthme, pour lesquels on a monté avec Philippe Bognaud, qui est pneumologue à Dijon, le MEPO à 200 et à 300. Ça a suffi pour la plupart, sauf un qu'on a passé au Benra récemment. On avait fait un petit passage par le Dupi, mais ça s'est soldé par une poussée. Et on est retourné au Benra et ça a l'air d'être assez satisfaisant, mais je n'ai pas d'expérience personnelle plus que ça. Et puis les patients que j'ai mis dans l'essai, c'est en double aveugle, donc je ne sais pas ce qu'ils ont. Ok, merci. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y avait des signaux dans l'essai Advocate de mauvaise tolérance de l'avacopan, en particulier en fonction du traitement immunosuppresseur qui était associé Ritux ou Endoxan? Et la réponse est à ma connaissance non. Il n'y a pas de différence en fonction du traitement immunosuppresseur qui est associé. Il y a un profil de tolérance qui est plutôt bon. C'est un inhibiteur d'une molécule du complément, mais ce n'est pas un inhibiteur du complément comme on a l'habitude d'en avoir dans les SHU. Vous avez une voie lytique du complément et un complexe d'attaque membranaire qui fonctionne. Donc, ce côté défense anti-infectieuse du complément fonctionne. C'est sur le chimiotactisme. C'est un médicament anti-chimiotactisme, en fait.